Et nous sommes de retour au plateau pour la suite de cette émission. Nous abordons notre deuxième sujet. Nous parlons à présent de la République démocratique du Congo. 84 militaires des forces armées de la République démocratique du Congo poursuivis pour exactions contre les civils. Le tribunal militaire de Bukavu a ouvert ce lundi un procès contre 84 militaires des forces armées de la RDC accusés d'assassinat d'au moins 9 civils dans certaines localités du sud Kivu dans la nuit du 7 au 8 février courant. Ils ont été arrêtés le 9 selon une déclaration du gouverneur du sud Kivu sur instruction de la haute hiérarchie. Ces jeunes ont été mis aux arrêts et seront jugés et les coupables condamnés selon des sources locales. Ils ont été arrêtés par les services de sécurité. Les faits se sont déroulés au moment où les groupes rebelles du M23 entraient dans le sud Kivu et ces jeunes auraient peut-être dans ce cafouillage commis des exactions contre des civils, tueries, viols, vols et tout ce qu'on peut leur reprocher. Ils sont présentés au tribunal. On attend qu'ils soient jugés pour en connaître mieux ce qui leur est clairement reproché et ceux qui seront reconnus coupables et quelles seront les peines qu'ils encourent. Mais en attendant, nous en parlons avec nos invités. Je commence par vous, Credo Tété. Au moment où les militaires devaient s'unir derrière, ou bien devaient faire front pour défendre les populations civiles qui sont aujourd'hui les victimes de cette guerre dans l'est de la République démocratique du Congo, voilà plus de 80 d'entre eux qui feront face à la justice, non pas peut-être parce qu'ils ont déserté, mais ici parce qu'ils ont commis des exactions sur des civils. Non, je crois qu'aujourd'hui c'est une situation qu'on peut assimiler à un couteau à double tranchant. À double tranchant parce que, comme vous l'avez dit dans votre développement, on aurait voulu que ces forces de défense ne soient pas fragilisées à l'interne. Mais avec le procès des 84 militaires, est-ce que cela ne va pas démotiver les autres militaires qui sont au front? Donc ça, c'est un grand point d'interrogation. Mais l'autre point qui est aussi à saluer, donc ce n'est pas parce qu'ils sont des hommes en uniforme qu'on peut tout leur permettre, même en situation de guerre. Donc la préservation de la dignité de la personne humaine est assez sacrée. C'est vrai, on nous parle de l'assassinat présumé d'au moins 9 civils, mais également il y a des exactions qui leur sont reprochées. Donc il y a le meurtre, les pillages, les vols, les viols, plus disons des tortures contre des civils. Donc là je crois qu'on ne peut pas se taire aussi sur cette situation. Maintenant que le tribunal militaire de Bukavu se réunisse assez rapidement et entame un début de procès, c'est également bon dans les règles de l'art. Mais est-ce qu'ils ne sont pas en train de disperser les énergies pour se concentrer sur l'essentiel, faire une chose à la fois, quitte à passer à une étape supérieure lorsqu'ils auront réussi à maîtriser l'aspect sécuritaire même de la RD Congo. Donc moi, je me pose la question, est-ce qu'ils peuvent être sur ces deux chantiers et ne pas en sortir fragilisés? Parce que la situation qui va se poser aujourd'hui ou bien demain, c'est que les 84 militaires ont nécessairement des soutiens au sein des FARDC. Donc est-ce que ces soutiens ne vont pas baisser un peu la garde parce que leurs collègues se retrouvent devant les tribunaux? Peut-être que... un impact sur le cours de la guerre dans l'Est? Oui, ça peut aller sur le terrain de la démotivation. Ou bien les gens n'auront plus, disons, cette envie de mouiller très bien le maillot. Parce qu'on ne sait pas ce que... Le treillis, alors. De mouiller le treillis, donc le maillot militaire, si on peut se le permettre. Donc là, moi, je crois que je serais à la place des autorités que même si ces 84 militaires ont été identifiés, donc il ne fallait pas communiquer tellement là-dessus, donc s'occuper beaucoup plus des problèmes de sécurité du pays et de la guerre contre le M23. Donc ça aurait été bénéfique. Ce n'est pas dans l'optique de décourager tous ceux qui seraient encore sur le terrain et qui commettraient des exactions contre les civils encore dans ce genre de situation? Oui, je n'en disconviens pas. C'est pourquoi je parlais à l'entame de ce sujet d'un couteau à double tranchant.
tranchant. Donc, les droits de l'homme aussi ont leur droit de cité. Donc, il fallait protéger les populations aussi. Il fallait envoyer des signaux à ces corps habillés qui se seraient sentis comme, disons, protégés par les treillis pour commettre des exactions. Le fait même de les avoir énumérés, maintenant, ce qu'on va souhaiter, c'est que le procès soit très bien encadré, que ça se déroule bien et que à la suite de ce procès ne fragilise pas, disons, la communion d'esprit au sein des forces de défense de la RD Congo. Merci. Parce que le sujet est ailleurs. Le sujet principal aujourd'hui, c'est comment arriver à sécuriser la RD Congo, à faire face au M23. Merci beaucoup, Credo. Alors, Horus Donkovi, 84 militaires congolais font face au tribunal militaire de Bukavu. Ils sont arrêtés le 9 pour des exactions qu'ils auraient commises sur des populations civiles les 7 et 8. Avec l'arrivée des éléments du M23 dans le sud Kivu, ils sont là à Bukavu. Ils auraient commis des exactions, viols, pillages, torture, plein d'éléments, bien plein de crimes leur sont reprochés. Ils feront face à la justice militaire. Alors, je trouve que c'est une situation intéressante à observer parce que je trouve que c'est une situation qui se retrouve un peu plus, disons, un peu partout dans nos États. C'est-à-dire, de façon triviale, je dirais qu'en réalité, on n'a pas d'armée. Ou du moins, l'institution que doit constituer l'armée est une institution viciée. Du coup, on a des armées qui ont du mal à s'approprier le territoire en termes de fierté, en termes d'intégrité, en termes de sécurité. Là, par exemple, on a condamné ces soldats FARDC, alors que les groupes de volontaires censés défendre le Kivu, certains sont soupçonnés d'avoir retourné leur veste, parce que le M23 maintenant organise la gestion administrative du territoire. Justement. Donc, le souci avec nos armées, c'est que le fait que, en termes d'institutions, elles soient viciées, cela a permis l'enracinement de dictates qui vont en défaveur des populations. C'est quelque chose de très banal, hein, mais même on l'a dans nos traditions africaines. Lorsque, par exemple, je prends par exemple le cas du Togo, vous avez les rites initiatiques, comme Evala, où on prépare le jeune à pouvoir se défendre, à pouvoir se battre, à pouvoir défendre sa famille, à pouvoir défendre son clan et son village. D'une manière subliminale, on lui inculque les valeurs qui font que devant un certain nombre de choses, il ne baisse pas la tête. Et nous avions ça dans la plupart de nos peuples. Vous allez, par exemple, je prends l'exemple de Mandela. Mandela avec Sosa. Mais avant d'être le leader qu'il est, il a suivi un parcours initiatique qui est celui des Sosa, où il fait son combat avec le bâton, qui est un rituel initiatique Sosa. Et vous allez voir que dans tous les grands États qui ont, peaufiné leur défense, il s'est posé la question du service militaire, du service civil, de la conscription. Il se posait la question de l'organisation de l'armée. Et c'était cette organisation de l'armée en termes d'institutions qui font que même les politiques ne peuvent pas se permettre quelque chose. Parce que le citoyen que vous avez dans la rue, lui aussi connaît ses droits. Il a connu la rigueur de l'armée. Il sait se défendre. Et donc, il n'accepte pas un certain nombre d'abus. Les États-Unis, par exemple, que l'on magnifie, se sont construits comme ça. Lorsqu'un shérif, par exemple, voulait défendre une localité, il constituait ce qu'on appelle un posse. Un possi. Les rappeurs ont pris le terme en disant possi. Un possi parce qu'on devait avoir le soutien de tous les hommes valides en capacité de pouvoir se battre et défendre le territoire. Oui, maintenant, donc, pour revenir au cas de la RDC. Alors, pour revenir au cas de la RDC, ce à quoi on assiste actuellement, ce n'est que la résultante de l'échec de l'État congolais en termes de création d'une armée intègre et viable capable de défendre le territoire. Et ça, c'est un échec qui court sur pratiquement 60 ans. On pourrait dire l'échec, c'est de les voir mourir sur le front. Mais là, ils sont vivants, ils commettent des exactions sur des civils. Alors, ils commettent des exactions sur les civils parce qu'en réalité, ils ne croient absolument pas en l'institution. Et puis, la vérité, c'est que alors, avec quelle vocation se sont-ils engagés? Je vais vous donner un exemple banal. Nous sommes tous sur le plateau.
nous connaissons tous nos concitoyens. Combien ont envie, lorsqu'ils passent avec leurs enfants, que leurs enfants leur disent « Papa, moi j'ai envie d'être militaire, j'ai envie d'être policier, j'ai envie d'être pompier ». Dans nos pays, actuellement, lorsqu'un enfant te dit « Je veux être policier, je veux être militaire, je veux être pompier », c'est un aveu d'échec. C'est comme ça, c'est perçu. Pourtant, qui passe les concours de recrutement. Non, mais justement, alors, plein passent les concours de recrutement parce qu'on leur a dit, le salaire est garanti. Et lorsque on a la caricature de nos forces armées, c'est une caricature qui est profondément attachée à l'idée de corruption, à l'idée d'abus de pouvoir. J'ai peur. Alors, l'homme en armes n'incarne pas le droit et la rigueur de la loi, il incarne la corruption et la peur que son insigne ou son habit peut véhiculer. C'est totalement différent. Donc, le souci qu'il y a maintenant, quand par exemple on a le cas de la FARDC, c'est comment est-ce qu'on reconstruit une armée qui puisse avoir la fierté de la défense de son territoire. Et ça, c'est une question qui est, à laquelle chaque État africain doit répondre. Lorsque vous allez en Chine, vous allez en Corée, vous allez, que ce soit Corée du Nord ou Corée du Sud, que vous allez à Taïwan, mais dans la plupart des pays qui ont compris cette question-là, on a une perception différente de l'homme en armes. On comprend que ça peut être une carrière, ça peut être une vocation, et il y a une fierté à vouloir prendre les armes et à défendre son territoire. Actuellement au Congo, c'est pas ça. Les gens sont en train de se dire, ok, d'accord, dans ce foutoir incommensurable, comment est-ce que je fais pour avoir mes sous? C'est ça la réalité. Et selon vous, Louis Kamako, 84 militaires sont devant le tribunal militaire de Bukavu pour répondre des faits qui leur sont reprochés, des exactions contre des civils. Et des faits très récents, c'est début de mois de février, avec l'arrivée du M23 et des forces rwandaises au sud Kivu, ils sont accusés d'avoir commis des exactions. Je rappelle que eux, ils sont des militaires de l'armée régulière de la République démocratique du Congo. Oui, mais c'est là où ça devient un peu compliqué et c'est gravissime parce que 84 militaires, je crois que c'est le premier constat parce que Credo disait tout à l'heure que ces 84-là ont certainement des soutiens. Ça veut dire qu'il y a trop de brebis galeuses dans la bergerie. Et dans cette situation-là, c'est déplorable parce que on l'a souvent dit que la guerre au Congo, c'est vrai qu'aujourd'hui, tous les mains accusateurs sont tournés vers le Rwanda de Paul Kagame et qui a souvent aussi nié. C'est vrai que ce que Paul Kagame aussi dit n'est pas considéré comme une vérité d'évangile, c'est pas un dogme. Quand il dit que ce qui se passe au Congo, c'est entre les Congolais même et il va falloir que les Congolais essaient de régler leurs problèmes. Parce que quand vous voyez le discours historique ou bien le discours primordial de Paul Kagame, c'est juste son motif de guerre, c'est parce que à Goma, il y a des Tutsis rwandais qui sont là-bas et que lui, il doit protéger. Donc c'est ça en réalité son motif de guerre. Mais quand vous voyez comment est-ce que la guerre se mène avec une armée congolaise qui n'est pas unie, qui ne donne pas le sens, qui ne montre pas le sens d'une armée patriotique et républicaine, et tout cela laisse à désirer que quelque part il y a une fuite de responsabilité dans ce qui se passe. Et c'est ce qu'on est en train de voir aujourd'hui. On nous parle de 84 militaires qui sont accusés pour exactions en fait commises sur les civils. Donc ça veut dire quelque part que on ne fait que porter d'une manière ou d'une autre le chapeau injustement au M23. Ça veut dire tout simplement que ceux qui mènent la vie dure aux populations de Goma aujourd'hui, ce sont des Congolais. Et parce que nous l'avons dit ici que quand vous voyez aujourd'hui ceux qui soutiennent le M23, j'ai cité récemment ici un certain Koné Nanga, qui a un certain Jean-Jacques Memba, qui sont aujourd'hui les pionniers en fait du M23 aujourd'hui. Ce sont des Congolais. Et ça veut dire tout simplement que avant d'aller justement chercher les accusés, bien chercher en fait les coupables, les bourreaux ailleurs, il faut justement que le Congo même arrive à faire le ménage
en son sein. Et c'est ce que je dis tout à l'heure. Et quand vous voyez ce qui se passe, je vais que Ulysse Horus le disait tout à l'heure, qu'il y a un échec cuisant de la part de l'armée congolaise. C'est-à-dire que moi j'ai noté tout à l'heure d'une fuite de responsabilité de la part des autorités congolaises. Parce que en dans les années 2017-2016, Félix Tshisekedi, opposant à l'époque, avait vêtement accusé Joseph Kabila de ne pas pouvoir mettre à la disposition de l'armée congolaise des moyens adéquats justement pour venir à bout du M23. Aujourd'hui, il est à 5 ans, oui, à 6 ans de pouvoir, lui-même, il n'a pu rien faire justement pour que aujourd'hui, en fait, l'armée, les forces armées de la République démocratique du Congo arrivent justement à gagner du terrain. La situation aujourd'hui se présente de telle enseigne que le M23 a pris Goma, a le contrôle de Goma, même si les gens tentent d'occulter la réalité. M23 a aujourd'hui le contrôle de Goma. Et là, jusque-là, les forces armées congolaises ne se sont pas encore préparées pour justement gagner du terrain. Et ils sont là. Et ça veut dire que quelque part, l'État a abandonné, comme je le disais tout à l'heure. Je vais vous donner deux... Alors Louis, même si l'État a abandonné, ce que moi je veux comprendre, même si l'État abandonne les militaires, est-ce une raison pour aller s'en prendre aux civils? Quelle est leur faute là-dedans? Non, mais ce n'est pas une raison. Mais puisque ceux qui sont au front, ils savent qu'ils ne sont pas soutenus. Ils sont pas soutenus, donc il y a un certain laisser-aller de la part de ces militaires-là qui sont au front. Vous avez une armée qui n'est pas soutenue. Il y a tellement de désactions. C'est ça aussi qu'on ne vous dit pas. La réalité, c'est que les officiers, les généraux ne combattent pas aux côtés, en fait, des soldats de rang. Ceux qui sont sur le terrain, ce sont des soldats de rang. On ne voit pas les généraux, on ne voit pas les officiers. Et donc, quand c'est comme ça, c'est tout un tohu-bohu indescriptible qui justement s'installe. Parce qu'au fond, ils n'ont pas de répondant, ils n'ont pas de quelqu'un justement qui va leur donner des directives, ils n'ont pas de quelqu'un qui va donner des consignes qui vont suivre. Vous, c'est ce qui explique le fait qu'ils commettent des exactions. Oui, parce que c'est un désordre à faire tout. Puisque c'est un désordre, en fait, tout le monde en profite. Tout le monde profite justement de ces désordres-là. C'est la guerre. Donc, ça ne se justifie pas. Mais sous fait que je vous dise que la responsabilité en soi, elle est imputée en fait non seulement aux autorités congolaises, c'est-à-dire au gouvernement de Félix Tshisekedi, mais aussi aux officiers ou bien aux généraux qui contrôlent justement les forces armées congolaises. Et comme je le disais tout à l'heure, il y a un abandon total de la part de l'État, parce que vous avez il y a deux dates significatives sur lesquelles nous pouvons revenir. Vous avez le 25 septembre 2024 et le 30 octobre 2024, par exemple. Vous avez Soutani Mandeng, qui est le chef du M23, qui a eu à présider la cérémonie en fait de remise de diplôme à plus de 300 nouvelles recrues à Goma. Ça, c'est le M23 qui fait une cérémonie. Voilà, dans un pays sur un territoire qui n'est pas en réalité le sien. Et donc, ça veut dire qu'à un moment donné, les autorités congolaises ont tellement baissé la garde et ont permis en fait au M23 de s'installer véritablement. Et donc, quand c'est comme ça, ça profite à tout le monde et des brebis justement galeuses vont infiltrer la bergerie. C'est de ça qu'il est question. Parce qu'il n'y a pas un contrôle, l'État ne contrôle pas la situation, il y a une fuite de responsabilité et on pense qu'à tout temps, il faut toujours accuser Paul Kagame. Et donc ça lève coup justement au désordre, ça lève coup en fait aux exactions, ça lève coup en fait aux violations des droits des hommes que nous sommes en train de constater. Alors est-ce que ce jugement au tribunal militaire de Bukavu va permettre de peut-être décourager tous ceux qui sont sur le terrain, qui sont des militaires et qui peut-être profitent de ce flou pour commettre des exactions, pour commettre des viols, pour commettre des tortures, pour commettre des pillages sur les populations? Absolument pas, absolument pas. Et d'ailleurs même, moi ce qui m'a fait sourire, c'est que maintenant on voit le gouvernement congolais qui appelle les organisations internationales pour pouvoir faire le bilan des exactions. C'est amusant, quand on sait que ces organisations-là ont été réprimées à un moment. Mais là où je voulais en venir, moi je voulais en venir à deux anecdotes. Ben, il faut comprendre que cette région qui était instable et où il y avait, exactement comme Louis le disait, il y avait des militaires de rang, pendant que les militaires de rang étaient là-bas, qu'il y avait des soucis avec les dénonciations de la société civile, où on assassinait des gens, je pense aux Félimbi et ainsi de suite, pendant qu'il y avait les groupes d'intervention, ainsi de suite, les missions de l'ONU et ainsi de suite. Mais au Congo,
au niveau du gouvernement, au niveau des hommes politiques congolais, la préoccupation, c'était de savoir comment étaient répartis les 4-4. C'était de savoir quel était le salaire des députés ou des sénateurs. C'était ça la problématique des gouvernants congolais à l'époque. Et déjà, le Kivu, l'Ituri était dans des situations critiques. Là, je pensais la fois dernière, je parlais de différence de leadership. En prenant Kagame et Tshisekedi, qui pour moi est quelque part un peu un dandy. Alors, je vais vous donner un exemple. Lorsque Kagame, qui est rebelle, intègre le Rwanda qui vient de subir un génocide effroyable, il y a cette anecdote-là qui veut qu'il demande à ses hommes de ne pas réprimer les populations Hutus. Et en voyant le massacre, une partie de ces hommes, tellement choqués par ce qu'ils rencontrent comme cadavres, va à l'encontre des décisions et se mettent à massacrer une partie des populations. Kagame a pris les hommes, on les a exécutés. Il a exécuté les propres hommes avec lesquels il est rentré dans le territoire. C'est pour vous montrer la différence de leadership et de caractère. Lorsque vous prenez les témoignages, moi j'ai eu des témoignages il n'y a pas longtemps de personnes d'organisations internationales, elles vous disent que la différence entre l'organisation, le maintien, la tenue des forces rwandaises et des forces congolaises est totalement différente. C'est limite choquant. C'est l'ombre et la nuit. Et on ne peut pas le comprendre parce que le pays qui est riche, c'est le Congo. Le pays qui a des milliardaires, des millionnaires. On a de la gabégie, de l'argent qui coule à flot. On danse, on s'éclate. C'est le Congo. Alors comment se fait-il que des hommes en soient réduits à limite, comment dirais-je, s'abaisser aux choses qu'on leur reproche? C'est parce qu'effectivement, il n'y a pas de leadership. Comme il a dit, les généraux sont tout. Et où sont les généraux? Où sont les hommes politiques congolais? Où est le leadership qu'on attend réellement d'un chef de guerre? On comment dirais-je, on a critiqué à une époque, je me rappelle, le général Mobutu. Il n'y a pas d'ambiguïté à avoir, c'est un dictateur. Mais le général Mobutu, Mobutu était au front. Même s'il n'y était pas toujours, il faisait des images de propagande pour montrer à son peuple que je suis au front avec mes troupes en train de repousser les rebelles. Moi j'aurais voulu. Sauf que Tshisekedi n'a pas milité. Oui, mais moi j'aurais quand même voulu avoir un Tshisekedi qui dise je vais dans la région voir. Voilà. Parce que c'est ça que moi j'attends d'un chef d'État dont le pays est attaqué. On le voit avec Zelensky. Alors, quand Zelensky quitte son pays ukrainien, va dans d'autres pays, rien qu'en le voyant, on sent que son pays est en crise, qu'il est dans une situation critique, qui vient pour un but bien précis. On peut le traiter de tous les noms, il fait un jeu de lobbying, il va au front, ainsi de suite. Ce n'est pas la posture que l'on voit du président congolais. Merci beaucoup à vous, Russes. Alors, est-ce que ça va faire que les gens ne vont plus commettre ces exactions sur le terrain? Ils vont continuer. Si on en a 80, ça c'est ce qu'on a. Je suis d'accord avec Redo, quand on dit on a tapé 80, c'est que peut-être il y en a 800. Ouais. Ça c'est ce qu'on a attrapé. On a attrapé peut-être sur le fait accompli. Que faire alors pour réduire cela sur le terrain? Les juger, est-ce que cela permettra de décourager les autres? Ça ne découragera pas. Qu'est-ce qui pourra les décourager alors? Ce qui pourra les décourager, c'est une réforme profonde de l'armée congolaise. Personne ne rentre dans l'armée pour se faire tuer et pour perdre. Les gens aiment être du côté des vainqueurs. Si les volontaires du Nord Kivu, du Sud Kivu, de l'Ituri commencent petit à petit à se retourner, à faire le double jeu, être plus ou moins avec le M23 ou avec le Rwanda, c'est parce que tout simplement ils estiment que je préfère être du côté des gagnants. Et le problème c'est que le Congo, au niveau de ses forces armées, au niveau de sa population, n'a pas la posture, les dirigeants, les gouvernants n'ont pas la posture de personnes qui veulent gagner le combat. On a l'impression de personnes qui se servent alors on va voir les organisations internationales ne feront strictement rien.
s'ils veulent compter sur Trump ou Macron ou quelque autre personne pour venir faire le combat au Congo à leur place, ils perdront cette partie du Congo. Malheureusement. Merci beaucoup à vous, Russe. Alors, Credo TT, que faire pour arrêter ces exactions? Parce que, comme je le disais, on aurait pu comprendre qu'on dise que ce soit les M23 ou les rebelles qui commettent des exactions sur les civils, parce qu'ils tuent également les civils, on voit les images. Mais quand c'est les militaires, les forces armées de la République démocratique du Congo qui sont censés défendre ces civils-là, qui sont aujourd'hui accusés des actions contre ces mêmes civils, que faire pour les décourager? Non, je crois que le haut commandement doit prendre ses responsabilités. Donc, il ne doit... un procès comme celui-là qui s'annonce? Non, moi, je crois que je l'ai dit dans mon premier développement, ce procès montre même l'inefficacité même du haut commandement. Donc, c'est la fragilité. Qu'est-ce qu'on aurait dû faire alors? Non, mais qu'est-ce qu'on aurait dû faire? Donc, je crois que on pouvait faire économie de la publicité autour du procès, prendre des décisions à l'interne, mais sensibiliser beaucoup plus les éléments tout en leur donnant les moyens pour pouvoir combattre au front. Donc, je crois que l'heure n'est pas à dire que nous appelons à des séances de prière. Non, la dynamique est sur le terrain. Donc, il va falloir donner les moyens nécessaires aux forces armées de la RD Congo pour que le combat soit à leur actif, soit à leur avantage. Donc, je crois que c'est une démission, c'est une faiblesse également du président Tshisekedi, parce que, vous voyez, c'est trop facile de critiquer lorsqu'on n'est pas dans le feu de l'action, ou bien lorsqu'on n'est pas à la commande des actions. Parce que toutes les critiques qu'il avait portées avant contre l'inaction, bien l'inactivité, ou bien le manque de succès des forces armées, aujourd'hui qu'il est à la commande, donc il voit que, en fait, c'est assez compliqué. Ce n'était pas du verbiage, donc il va falloir réagir autrement, ou bien influer sur la formation de ces forces armées et également la motivation. Et lorsqu'on parle de motivation, avant même d'aller au stade de motivation, est-ce qu'ils sont outillés? Est-ce qu'ils ont les armements nécessaires pour faire face aujourd'hui au M23? Donc je dis non. Et ce ne sont pas les populations qui doivent être les cibles de ces soldats qui sont largués, qui sont abandonnés au front. Ils ne doivent pas se retourner contre les civils pour dire nous allons commettre des exactions. Louis Kamako? Non, mais pour décourager ce genre de... Mais ce qu'il faut faire d'abord, la première des choses, c'est que le président, est-ce que Félix Tshisekedi aille au fond? C'est vrai que vous l'avez dit, il n'est pas militaire. Il n'est pas militaire, mais on l'a fait chef des armées. Chef des armées. Il faut qu'il aille au fond. C'est pas trop sérieux? Non, mais c'est pas trop sérieux. On a vu des pays en guerre, des pays en crise, des pays dont la situation sécuritaire laisse à désirer, où on a vu des présidents qui sont allés au fond à plusieurs reprises pour requinquer les troupes. Ce n'est pas parce qu'il n'est pas un soldat qui ne peut pas aller justement parler aux soldats. Acteur, hein, donc, je sais, mais il faut impérativement que Félix Tshisekedi aille au front requinquer les troupes et soutenir les soldats. Et la deuxième des choses, les civils qui sont violés, pillés, torturés, il fait quoi? Mais on peut également venir là, on peut réparer les torts, hein. Justement, on peut les dédommager d'une manière ou d'une autre. Ça aussi, ça peut se faire. C'est un autre paire de manches aussi. Et donc, il faut une refonte de l'armée. Je crois que Olus l'a dit, c'est tellement important aujourd'hui. Il faut une certaine purge au sein de l'armée congolaise. Et il faut également que les forces armées de la République démocratique du Congo arrivent à mettre en pratique les leçons tirées du Tchad. Elles étaient tout récemment au Tchad, où elles ont combattu aux côtés de Mohamed Déby et ses éléments. Voilà. Merci beaucoup à vous tous pour vos contributions. Nous allons marquer la pause pour le journal, puis on reviendra tout à l'heure pour la suite de cette émission.